Saviez-vous qu'en moins de la moitié du temps qu'il vous faut pour cligner des yeux, votre corps peut détecter un danger et réagir pour vous protéger? Cela se produit en une fraction de seconde, bien avant que votre cerveau conscient ne réalise ce qui s'est passé. Cette incroyable rapidité n'est pas de la magie, c'est la science pure derrière les réflexes involontaires, ces réactions instantanées qui nous maintiennent en sécurité chaque jour. Ce sont les réponses les plus rapides et les plus automatiques de notre organisme, fonctionnant sans que nous ayons à y penser. Ces réactions automatiques sont fondamentales pour notre survie. Imaginez la scène. Vous marchez pieds nus dans la maison et soudain, vous marchez sur un objet pointu, disons un petit morceau de verre. Avant même que la douleur ne se manifeste complètement dans votre esprit, votre pied s'est déjà brusquement levé du sol. C'est une action réflexe dans toute sa splendeur. Il n'y a pas eu de processus de délibération, vous n'avez pas consciemment décidé de lever le pied. Votre corps l'a fait pour vous de manière immédiate et efficace car l'objectif primordial était d'éviter un dommage plus important ou prolongé. Pour comprendre cette merveille biologique, nous devons nous pencher sur la structure qui la rend possible, l'arc réflexe. C'est la voie neurale qui assure un acte réflexe et c'est l'une des voies de communication les plus rapides du système nerveux. Un arc réflexe typique se compose de 5 composants essentiels qui fonctionnent en parfaite synchronisation, permettant à l'information de voyager à des vitesses surprenantes et à la réponse de se produire presque instantanément. Le premier composant est le récepteur sensoriel. C'est un type spécialisé de cellules ou de terminaisons nerveuses qui détectent un stimulus spécifique. Par exemple, dans le cas du verre, les nocicepteurs, qui sont des récepteurs de la douleur, s'activent dans la peau de votre pied. Ces récepteurs sont distribués dans tout le corps, sensibles aux changements de température, de pression, d'étirement ou de substances chimiques. Ils sont la première ligne de défense, les sentinelles qui surveillent constamment l'environnement interne et externe de notre corps. Le deuxième composant est le neurone afférent, également connu sous le nom de neurone sensitif. Une fois que le récepteur détecte un stimulus, il génère un influx nerveux ou un signal électrique. Ce neurone sensitif est chargé de transmettre cet influx du récepteur vers le système nerveux central, spécifiquement vers la moelle épinière. Imaginez-le comme un câble à haute vitesse qui transporte le message d'alerte de la périphérie du corps jusqu'au centre de contrôle. Ce transport du signal est crucial pour l'immédiateté de la réponse. En troisième lieu, nous arrivons au centre d'intégration. Dans la plupart des réflexes involontaires, ce centre se trouve dans la moelle épinière, bien que certains réflexes crâniens puissent être intégrés dans le tronc cérébral. Ici, le neurone sensitif établit des synapses, des connexions avec d'autres neurones. Dans les réflexes les plus simples, le neurone sensitif peut se connecter directement au neurone moteur, créant ce qu'on appelle un réflexe monosynaptique. Dans la plupart des cas, il y a une ou plusieurs interneurones impliqués, ce qui classe le réflexe comme polysynaptique. Ces interneurones agissent comme des ponts ou des processeurs intermédiaires permettant une coordination plus complexe. Le quatrième composant est le neurone efférent, ou neurone moteur. Une fois le signal traité dans le centre d'intégration, un nouveau signal est généré. Ce neurone moteur transporte l'influx nerveux du système nerveux central vers un organe effecteur. En reprenant l'exemple du pied, le neurone moteur transmet l'instruction de la moelle épinière aux muscles de votre jambe, qui sont chargés d'exécuter l'action de retrait. C'est le messager qui apporte l'ordre d'action aux troupes du corps. Enfin, le cinquième composant est l'organe effecteur. Généralement, il s'agit d'un muscle ou d'une glande. En recevant l'influx nerveux du neurone moteur, l'effecteur réalise la réponse. Dans le cas du morceau de verre, les muscles fléchisseurs de votre jambe se contractent rapidement, éloignant votre pied du stimulus douloureux. Les glandes peuvent également être des effecteurs, par exemple dans un réflexe salivaire où la glande salivaire sécrète de la salive en réponse à un stimulus gustatif. Tout ce processus, depuis le moment où l'on marche sur le verre jusqu'à ce que le pied se lève, peut se produire en seulement 100 millisecondes, une vitesse étonnante. Maintenant, explorons les types de réflexes, en commençant par les monosynaptiques. Le réflexe patellaire, communément appelé réflexe rotulien ou réflexe du genou, est l'exemple le plus classique et le plus étudié d'un réflexe monosynaptique. Lorsqu'un médecin frappe doucement le tendon rotulien, juste en dessous de la rotule avec un marteau à réflexe, le muscle quadriceps de la partie antérieure de la cuisse s'étire. Cet étirement est détecté par des récepteurs spécialisés appelés fuseaux musculaires, qui sont les récepteurs sensoriels.
Le signal d'étirement voyage via un neurone sensoriel directement vers la moelle épinière. Dans le centre d'intégration de la moelle épinière, ce neurone sensoriel établit une unique synapse directe avec un neurone moteur. Il n'y a pas d'interneurone intermédiaire. Le neurone moteur, à son tour, envoie rapidement une impulsion de retour vers le même muscle quadriceps, le faisant se contracter et la jambe s'étendre. Ce cycle d'action se produit en environ 50 millisecondes. L'importance de ce réflexe dépasse le simple examen médical. Les réflexes d'étirement, comme le réflexe patellaire, sont cruciaux pour maintenir notre posture et notre équilibre. Constamment, nos muscles s'étirent et se contractent de manière réflexe pour compenser de petits déséquilibres, nous empêchant de tomber. C'est une fonction vitale qui opère continuellement sans notre conscience. Par exemple, en nous tenant debout, les muscles antigravitaires s'ajustent constamment grâce à ces réflexes pour maintenir le centre de gravité à l'intérieur de la base de sustentation. Passons aux réflexes polysynaptiques. Ceux-ci sont beaucoup plus courants et complexes. Contrairement aux monosynaptiques, ils impliquent un ou plusieurs interneurones dans le centre d'intégration de la moelle épinière, ce qui permet des réponses plus élaborées et coordonnées. Un exemple frappant est le réflexe de retrait ou de flexion, comme celui que vous éprouveriez en touchant une cuisinière chaude. Lorsque votre main entre en contact avec une surface extrêmement chaude, les thermorécepteurs et nocicepteurs de votre peau détectent le stimulus douloureux et de chaleur. Un neurone sensoriel transporte ce signal jusqu'à la moelle épinière. Là, au lieu d'une connexion directe, le neurone sensoriel fait synapse avec plusieurs interneurones. Certains de ces interneurones excitent les neurones moteurs qui innervent les muscles fléchisseurs du bras, les faisant se contracter et retirer rapidement votre main. En même temps, d'autres interneurones envoient des signaux inhibiteurs aux muscles extenseurs du même bras afin qu'ils ne s'opposent pas à la flexion et que le retrait soit efficace. Cette coordination est vitale pour une action fluide. De plus, certains de ces interneurones transmettent également le signal ascendant à travers la moelle épinière vers le cerveau. Ce n'est qu'après que votre main a déjà été retirée que votre cerveau conscient enregistre la sensation de douleur et de chaleur, ce qui démontre comment le réflexe priorise la protection instantanée sur la perception consciente. Un autre exemple fascinant de réflexe polysynaptique est le réflexe extenseur croisé. Celui-ci se produit généralement en conjonction avec un réflexe de retrait, notamment dans les membres inférieurs. Imaginez que vous marchez et que vous marchiez soudainement sur un clou pointu avec votre pied droit. Le réflexe de retrait fera que votre pied droit se soulèvera immédiatement du sol. Mais qu'en est-il de votre équilibre? Si vous ne leviez qu'un seul pied, vous tomberiez probablement. C'est ici qu'intervient le réflexe extenseur croisé. Alors que le réflexe de retrait provoque la flexion des muscles de la jambe droite pour la soulever, les interneurones de la moelle épinière envoient également des signaux à travers la ligne médiane vers le côté opposé du corps. Là, elles stimulent les neurones moteurs qui innervent les muscles extenseurs de la jambe gauche. Cela provoque l'extension et la rigidification de votre jambe gauche, offrant un soutien supplémentaire et vous permettant de maintenir l'équilibre pendant que la jambe blessée se retire. C'est un mécanisme de sécurité incroyablement sophistiqué qui assure la stabilité dans les situations d'urgence. L'évaluation des réflexes est une partie cruciale de l'examen neurologique. Les médecins utilisent la réponse ou l'absence de certains réflexes pour obtenir des informations précieuses sur l'intégrité et le fonctionnement du système nerveux. Par exemple, si un patient présente une hyporéflexie, c'est-à-dire une diminution de l'intensité des réflexes, ou même une aréflexie, l'absence totale de réflexes, cela pourrait indiquer un problème au niveau des motoneurones inférieurs ou des nerfs périphériques. Des cas comme la neuropathie diabétique, où les nerfs périphériques sont endommagés en raison des niveaux élevés de glucose, peuvent se manifester par une diminution des réflexes tendineux. De même, une lésion de la moelle épinière affectant les racines nerveuses lombaires pourrait impacter le réflexe rotulien. Les médecins utilisent des échelles standardisées comme l'échelle des réflexes de 0 à 4 où 2+ est normal pour quantifier ces réponses et suivre la progression de la maladie ou le rétablissement. D'autre part, l'hyperréflexie, qui est une exagération des réflexes, peut être un signe de lésion des motoneurones supérieurs, ceux qui proviennent du cerveau et descendent par la moelle épinière. Ceci est couramment observé dans des conditions telles que l'accident vasculaire cérébral, la sclérose en plaques ou les lésions de la moelle épinière situées au-dessus de l'emplacement du réflexe en question.
Les muscles affectés peuvent présenter une spasticité, une forme d'hypertonie musculaire, ce qui rend les réflexes plus vifs et peut même provoquer un clonus, qui sont des contractions rythmiques et involontaires du muscle. Un réflexe particulièrement révélateur est le réflexe de Babinski. Chez l'adulte, la réponse normale lors de la stimulation de la plante du pied, par exemple en la grattant fermement avec un objet, est que les orteils se fléchissent vers le bas. Cependant, chez les bébés, surtout ceux de moins d'1 an, il est normal que les orteils s'étendent et que le gros orteil se dirige vers le haut. Ceci est dû au fait que leur système nerveux n'a pas encore complètement mûri. Si un adulte présente une réponse de Babinski positive, c'est-à-dire que ses orteils s'étendent au lieu de se fléchir, c'est une forte indication d'une lésion des voies pyramidales, les motoneurones supérieurs. Ce réflexe est un outil diagnostique essentiel en neurologie, permettant aux médecins d'identifier les problèmes affectant le contrôle moteur volontaire. La capacité d'observer ces réflexes simples offre une fenêtre sur le fonctionnement complexe de notre système nerveux. Outre ce mentionné, il existe d'innombrables réflexes involontaires qui font partie de notre répertoire quotidien, dont beaucoup sont tenus pour acquis. Le réflexe de sursaut, par exemple, est une réponse primitive à un bruit fort ou un mouvement inattendu. Chez les bébés, il se manifeste sous la forme du réflexe de Moro, où le nourrisson étend les bras et les jambes, puis les rétracte, comme s'il étreignait quelque chose, souvent accompagné de pleurs. Chez l'adulte, c'est un simple bond ou une tension musculaire. Ce réflexe nous prépare à l'action ou à la fuite face à un danger potentiel. Le réflexe nauseux ou réflexe de gag est une réponse protectrice qui empêche les corps étrangers de pénétrer dans la trachée. Il s'active lorsque quelque chose touche l'arrière de la gorge ou le palais mou, provoquant une contraction des muscles du pharynx et du larynx, dans le but d'expulser l'objet. Il est essentiel pour prévenir l'étouffement. Le réflexe de toux est une autre réponse vitale pour dégager nos voies respiratoires. Lorsque des particules, du mucus ou des irritants pénètrent dans la trachée ou les bronches, des récepteurs spécialisés envoient un signal au centre de la toux situé dans le tronc cérébral. Ceci déclenche une série de contractions musculaires vigoureuses qui expulsent l'air des poumons à grande vitesse, éliminant ainsi le matériel irritant. Il peut atteindre des vitesses d'air expulsées allant jusqu'à 240 mètres par seconde lors d'une très forte toux. De même, le réflexe d'éternuement sert à nettoyer les fosses nasales. Les irritants présents dans la muqueuse nasale activent les récepteurs, envoyant des signaux au centre de l'éternuement dans le tronc cérébral. Il en résulte une expiration forcée et explosive par le nez et la bouche, souvent avec une vitesse considérable pour éliminer les particules indésirables. C'est une défense robuste contre les allergènes et les agents pathogènes aéroportés. Le réflexe de clignement est crucial pour protéger nos yeux. Il s'active quand quelque chose s'approche rapidement de l'œil, quand il y a une forte intensité lumineuse ou quand la cornée est irritée. En une fraction de seconde, les paupières se ferment pour éviter les dommages et aussi pour lubrifier la surface oculaire avec des larmes. Ce réflexe peut se produire jusqu'à 20 fois par minute de manière spontanée pour maintenir l'humidité oculaire. Le réflexe pupillaire à la lumière est un réflexe automatique qui contrôle la quantité de lumière entrant dans l'œil. Lorsque vos yeux sont exposés à une lumière vive, les pupilles se contractent, deviennent plus petites pour protéger la rétine de l'excès de lumière. Dans l'obscurité, elles se dilatent, deviennent plus grandes pour permettre à plus de lumière d'entrer et améliorer la vision nocturne. Ce réflexe est un indicateur comportant de la fonction du tronc cérébral et est évalué lors des urgences médicales pour détecter les lésions cérébrales. Même des actions qui semblent volontaires, comme avaler, ont une composante réflexe cruciale. Une fois que la nourriture ou la boisson atteint l'arrière de la bouche, le réflexe de déglutition est activé. Ce réflexe est une séquence complexe de contractions musculaires coordonnées dans le pharynx et l'œsophage, qui propulse l'aliment vers l'estomac et, en même temps, ferme les voies respiratoires pour éviter l'aspiration d'aliments ou de liquides dans les poumons. C'est une merveille d'ingénierie biologique qui se produit des milliers de fois par jour sans notre pensée consciente. L'évolution a façonné nos réflexes au fil des millions d'années, en faisant des mécanismes de survie incroyablement efficaces. La capacité de réagir instantanément aux menaces environnementales était, et reste, un facteur déterminant pour la survie de toute espèce. Dans un environnement primitif, la différence entre la vie et la mort pouvait dépendre de la vitesse à laquelle un animal pouvait retirer sa patte d'un piège ou échapper à un prédateur qui s'élançait. Ces réflexes innés, gravés dans notre biologie, sont la base de réactions plus complexes et de nos capacités motrices.
Un bébé, par exemple, naît avec des réflexes primitifs, comme le réflexe de succion ou le réflexe de préhension, où il serre fermement sa main autour de tout objet qui touche sa paume. Bien que ces réflexes disparaissent à mesure que le système nerveux mûrit, ils jettent les bases du développement de mouvements volontaires et coordonnés. La pratique répétée d'une compétence, comme faire du vélo ou jouer d'un instrument de musique, peut faire en sorte que des actions qui étaient initialement volontaires et délibérées deviennent presque automatiques, presque comme des réflexes, grâce à la formation de nouvelles voies neurales efficaces. Plusieurs facteurs peuvent influencer l'efficacité de nos réflexes. L'âge en est un. Chez les bébés, les réflexes sont souvent plus prononcés et des réflexes primitifs qui disparaissent avec la maturation neurologique sont parfois présents. Chez les personnes âgées, les réflexes peuvent devenir plus lents et moins intenses en raison de la dégénérescence des fibres nerveuses et d'une vitesse de conduction réduite. La fatigue extrême peut diminuer la vitesse et l'intensité des réflexes, car le système nerveux est fatigué. Certains médicaments, tels que les dépresseurs du système nerveux central ou les relaxants musculaires, peuvent supprimer l'activité réflexe. D'autre part, les stimulants peuvent, dans certains cas, rendre les réflexes plus rapides ou plus intenses. Les conditions neurologiques ont un impact significatif. Des maladies comme la sclérose en plaques qui endommage la myéline des nerfs ou un accident vasculaire cérébral qui affecte le contrôle moteur cérébral peuvent altérer drastiquement la manifestation des réflexes. Une lésion médulaire peut interrompre l'arc réflexe au niveau de la lésion, entraînant une perte de réflexe en dessous de ce point, tandis qu'elle peut parfois générer une hyperréflexie au-dessus ou en dessous de la lésion selon le type et le niveau des dommages. La température corporelle peut également jouer un rôle. Un corps très froid ou très chaud peut affecter la vitesse des transmissions nerveuses. Il est important de clarifier que, bien que les réflexes involontaires contournent le cerveau conscient pour une réponse rapide, le cerveau n'est pas complètement étranger à ce qui se passe. Immédiatement après que l'arc réflexe a complété son cycle et que l'action s'est produite, le signal sensoriel continue son ascension le long de la moelle épinière jusqu'à atteindre les zones corticales du cerveau. C'est à ce moment-là que la perception consciente de l'événement, comme la douleur ou la chaleur, est enregistrée dans notre esprit. Cela signifie que nous ressentons la douleur après avoir retiré notre main de la cuisinière chaude, et non avant. Cette séquence d'événements souligne la priorité de la survie. D'abord l'action de protection, ensuite la conscience de ce qui s'est passé. De plus, le cerveau a la capacité de moduler certains réflexes, c'est-à-dire qu'il peut les influencer. Par exemple, dans des situations de grand stress ou de concentration, il est possible d'inhiber temporairement le réflexe de sursaut ou même le réflexe nauséeux, bien que cette capacité soit limitée et n'annule généralement pas complètement la réponse. Les voies descendantes du cerveau peuvent envoyer des signaux à la moelle épinière pour augmenter ou diminuer la sensibilité d'un réflexe. Par exemple, un athlète qui sait qu'il va recevoir un léger coup peut tendre ses muscles pour amortir l'impact, modulant ainsi sa réponse réflexe naturelle. Cette modulation cérébrale témoigne de la complexité et de l'adaptabilité de notre système nerveux. La vitesse des réflexes est vraiment impressionnante. Alors qu'une réaction volontaire, comme appuyer sur un bouton en voyant une lumière, peut prendre entre 200 et 300 millisecondes, un réflexe comme le réflexe rotulien peut être complété en seulement 50 millisecondes. Le réflexe de retrait de la main d'une cuisinière chaude se produit en environ 100 millisecondes. Cela est dû à la simplicité et à la voie directe de l'arc réflexe, qui évite le traitement plus lent et complexe du cortex cérébral. En termes de kilomètres par heure, cela signifie que le signal nerveux dans certains des nerfs les plus rapides de notre corps peut voyager à une vitesse allant jusqu'à 120 mètres par seconde, soit 432 km par heure. C'est un réseau de communication interne plus rapide que la plupart des véhicules sportifs les plus rapides. Le nombre de neurones impliqués dans un réflexe monosynaptique n'est que de 2, un sensoriel et un moteur, formant une unique synapse. En revanche, une action volontaire implique des millions de neurones interconnectés dans différentes parties du cerveau pour planifier, exécuter et surveiller le mouvement. Les réflexes sont en essence nos gardiens automatiques, un réseau de sécurité biologique qui opère dans l'ombre de notre conscience, mais qui est vital pour notre existence. Du clignant de nos yeux pour les protéger au retrait instantané de notre main d'un danger, ces réactions automatiques témoignent de millions d'années d'évolution, affinant notre corps pour répondre de manière optimale à l'environnement. Ils sont la science en action, se manifestant à chaque instant de notre vie.
Si cette plongée profonde dans le monde fascinant des réflexes involontaires a éveillé votre curiosité et que vous souhaitez continuer à explorer les mystères de la science et du corps humain, assurez-vous de rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime à cette vidéo pour que plus de personnes puissent découvrir cette connaissance et laissez-nous un commentaire avec vos propres expériences ou questions sur les réflexes. De plus, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'eux aussi puissent s'émerveiller de l'incroyable science derrière leur réaction instantanée.